Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast État de Flow. Je suis Elisabeth Smeisters. Depuis 2019, je cherche à comprendre et à partager comment vivre plus sereinement au quotidien et plus précisément, comment favoriser l'état de flow. Ce qui m'intéresse finalement, c'est de comprendre comment font les autres et quelles clés ils peuvent me donner. Globalement, on parle d'état de flow quand on se sent bien dans sa vie, une sorte de synonyme d'état de fluidité ressenti, même quand on traverse des challenges. C'est un état psychique, un état de bien-être. Le but n'est pas ici de le définir davantage, puisque tous mes invités ont leur propre définition, et certainement avez-vous également la vôtre, et c'est bien le but de ce podcast, de laisser la porte ouverte. Ici, je reçois des thérapeutes, des experts, des artistes, des entrepreneurs et surtout des humains pour découvrir leurs clés d'accès à l'état de flow dans tous les domaines du quotidien. Pensez à vous abonner à la chaîne pour être averti de la sortie d'un nouvel épisode. Et la nouveauté, c'est une forme de crowdfunding qui vous permet de soutenir la création du podcast en échange d'épisodes et de contenus bonus, et également d'accès VIP sur des événements digitaux et présentiels. C'est une chance inouïe de pouvoir continuer à créer du contenu et enquêter autour de l'état de flow. Alors, à vous qui choisissez de soutenir le podcast, merci du fond du cœur. Si vous cherchez le lien, il est dans les commentaires du podcast. À présent, let's go, let's flow. Bonne écoute de ce nouvel épisode. Qu'est-ce que l'audace ? Et surtout, comment l'activer ? Quelle différence entre l'audacieux et le kamikaze ? En quoi la création d'une entreprise ou encore marcher sur le chemin de Compostelle sont-ils des projets audacieux ? Faut-il d'ailleurs en arriver là pour être audacieux ? Aujourd'hui, je reçois une compatriote belge pour vous parler d'audace. Nous parlons également des 3 centres, tête, cœur, corps, 3 centres d'intelligence issus de l'énéagramme et validés par les neurosciences qui influencent notre état de flow à bien des mesures. Tête, cœur, corps, c'est aussi un événement créé par mon invité qui a lieu en Belgique, une expérience à vivre et à ressentir à laquelle je participerai. On en parle dans cet épisode. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec Rachel van den Doren. Bonne écoute! Bonjour Rachel. Bonjour Elisabeth. On va notamment parler d'audace, mais pas que. Et on va parler d'une autre manière que ce qu'on a déjà fait dans le podcast. On a déjà reçu Céline Legendre dans cet épisode numéro 50, Audace d'être soi. On va en l'aborder d'un autre plan avec toi et je suis contente de revenir là-dessus. Avant tout, un petit mot sur toi. Tu as fondé une société de recrutement et tu l'as revendue il y a quelques années. Aujourd'hui, tu te consacres toujours à accompagner l'humain, mais plutôt à s'épanouir en entreprise, cette fois en encourageant l'écoute, l'harmonie, la tête, le cœur, le corps. Et également, on vient d'en parler, tu réveilles l'audace. Si ça te va, déjà, est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, c'est génial. Je déguste la façon dont tu l'exprimes parce que voilà, c'est pas, on n'exprime pas de cette façon-là. Enfin, je ne l'exprime pas de cette façon-là et donc voilà, ça me parle beaucoup. Merci. Ouais. C'est l'avantage des fois quand on est en face de soi quelqu'un qui ne connaît pas parfaitement une personne. Elle est obligée de ressentir et de parler avec ce qu'elle ressent et donc voilà ce que j'ai ressenti et vu et perçu de toi. Mais on va aller un peu plus loin quand même. Hein. C'est le but d'un épisode aussi ici, c'est d'explorer un peu ta démarche et ta philosophie finalement. On va commencer, si tu veux bien, par l'audace. Donc, tu éveilles et tu réveilles l'audace. Mais de quoi parle-t-on quand on parle d'audace ? Alors, quand on parle d'audace, j'ai envie de dire qu'on parle de peur aussi. On parle d'aller mettre de la conscience quelque part, mettre de la conscience sur ses peurs. Et à partir du moment où on met de la conscience sur ses peurs, on les voit
Et donc, quand on ouvre la porte des peurs, comme dit Sylvain Tesson, on se rend compte que derrière, il n'y a rien, quoi. Que les peurs, on les construit et on s'auto-paralyse avec ces peurs. Donc, la première chose, c'est j'ai envie de rallier l'audace à la peur. Voilà ce qui me vient spontanément par rapport à mon vécu aussi et par rapport aux peurs que j'ai pu aussi dépasser ou en tout cas auxquelles j'ai ouvert la porte et que j'ai traversé. Voilà. Du coup, tu dirais, j'ai été audacieuse parce que j'ai dépassé mes peurs. C'est ce qui explique qu'on est audacieux. Ça pourrait, par rapport à l'aspect dépassement de peur aussi. L'audace, après, c'est un mot très très vaste. Ça englobe énormément de choses. Et donc, on va en reparler aussi. Mais cette grille de lecture dont tu parlais, ces 3 éléments qui sont plus que des éléments, le mental, l'émotionnel et le corporel. Encore une fois, ce mot conscience, il va revenir souvent, mais quand on y met de la conscience, on les ressent, on les sent vibrer, on les touche même. Quand on ne va pas bien et qu'on se pose la question, ou qu'on pose la question à quelqu'un qui ne va pas bien, que ressens-tu dans ton corps, ça permet déjà de mettre une conscience énorme sur des sensations qui nous permettent, comme je le disais tout à l'heure, de distiller cette peur. Alors certes, c'est facile à dire, c'est tout un exercice, mais une fois qu'on y met de la conscience, voilà, je trouve ça assez puissant. Commencer par nommer, observer et puis nommer. Voilà. Et finalement, c'est un appel, l'audace, à suivre son cœur, à suivre son élan, parce que si enlever et nettoyer de toutes nos peurs, on est capable de suivre cet élan-là. Oui, exactement. Alors, j'aime bien te parler en exemple et je vais reprendre l'exemple quand j'ai créé ProSelect, donc j'avais 32 ans et quand le papa de mes filles m'a dit pourquoi tu créerais pas ta boîte, ta société, la boîte non pas du tout ce mot-là, ta société, une boîte c'est évidemment très enfermant. Je me souviens encore très précisément où j'étais ici dans la maison quand il me l'a dit et la sensation que j'ai eue. Et bien sûr, d'avoir ressenti la peur aussi. Avec quoi est-ce qu'il vient ? Je ne suis pas capable de créer ma boîte. Enfin, je ne suis pas capable, ou en tout cas, j'y ai même jamais pensé. Donc, il venait éveiller une peur, mais il y a eu aussi une sensation à laquelle j'ai été à ce moment-là attentive. En tout cas, je m'en souviens encore. Et donc, ça m'a permis de rester dans cet état, de le traverser aussi, de prendre alors à partir de ce moment-là du temps, donc de laisser du temps et de l'espace autour de moi. Après qu'il m'ait posé cette question-là, c'est marrant et c'est vrai que quand je le réexprime ainsi, il y a quelque chose qui se repasse à nouveau. Pour laisser place à l'intuition, parce que l'intuition, évidemment, c'est quelque chose de très subtil. Et comme je disais, la peur, quand on ouvre la porte, on se rend compte qu'il y a rien derrière. Et j'aurais aussi envie de parler de curseur, d'audace. Et on n'a pas non plus besoin de réaliser des grandes choses, c'est-à-dire créer des sociétés ou faire des grands voyages pour faire preuve d'audace. L'audace, elle est aussi beaucoup dans les petites choses. Simplement être capable de se déconnecter pendant une journée, pour moi par exemple ce serait une audace importante pour le moment. Mais si je reprends l'exemple par rapport à cette audace, quand j'ai créé ma société et que le papa de mes filles m'a dit tiens, pourquoi tu créerais pas toi-même ton propre business, il y a eu un tilt. Je me souviens encore très fort de ce que j'ai ressenti et du moment et de l'endroit où j'étais et de la peur aussi que j'ai connectée et plutôt que d'être paralysée par cette peur, ça a été un déclic et donc j'ai laissé du temps et de l'espace autour de moi. Il m'en a pas fallu beaucoup à ce moment-là, parce que c'était comme ça. Et ça m'a permis alors de laisser venir cette intuition et de me dire ok, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pas juste, qu'est-ce que entre guillemets j'y perds, qu'est-ce que j'y gagne, sans avoir aucune certitude non plus.
Et ça m'a beaucoup aidé. Donc j'ai envie de dire que l'audace, c'est aussi une somme d'intuition, de temps et d'espace, et que l'intuition vient dans ce temps et dans cet espace. Voilà. Et c'est un choix aussi. Go ou no go, quoi. Oui. Voilà. En fait, j'ai l'impression que c'est s'autoriser à se planter, en fait. C'est se dire, je prends le risque. Exactement. Et je me souviens encore quand j'en ai parlé à ma maman, qui m'a dit tout de suite, sa première question, ça a été qu'est-ce que tu fais si ça fonctionne pas? Et en fait, j'avais même pas pensé à cette question-là. Et je lui ai dit, encore une fois, je me souviens du moment et de l'endroit où elle était quand elle m'a posé cette question et où j'étais aussi. Je lui ai dit, oui, je remettrai, je repostulerai dans une autre société et voilà, ça ira. Enfin, je n'ai même pas pensé à ça, quoi. J'avais pas pensé. Et bien sûr que, oui. On peut se planter. Mais à partir du moment où on prend ça comme faisant partie du chemin, et c'est certainement ce qui s'est passé à ce moment-là, c'était un chemin qui était enclenché, quoi. Et le chemin, voilà, on sait quand il démarre. Le curseur intérieur, là, il est sur la joie, en fait. Oui, il est sur la joie et il est aussi sur une certaine excitation. Alors ça appartient aux personnes aussi. Et on peut revenir à ces fameux 3 centres, tête, cœur, corps. Je vais peut-être pas dévoiler d'emblée de quel centre je suis, mais en tout cas, il y a un centre où on est peut-être plus connecté au niveau émotionnel et donc on connecte moins cette analyse qui peut nous freiner du coup. Voilà. Donc on peut parler de spontanéité aussi, ou peut-être de naïveté. J'en sais rien. Oui. Voilà. Oui, on évalue moins parfois les risques, ou en tout cas on ose faire des choses. Il y a une histoire d'oser, là, j'ai l'impression, de dire j'ose faire des choses qui habituellement le commun des humains ne ferait pas, ou habituellement je ne l'aurais pas fait, mais là ça vibrait tellement fort que j'ai moins vu, en fait. C'est un peu cette balance entre les risques et la joie qu'on pourrait en tirer, l'éventuel... c'est une inconnue, certes, mais l'inconnu est aussi sur les risques. En fait, c'est juste de la projection ou de l'anticipation. Mais comment on arrive à éteindre ce truc-là et à basculer uniquement dans « je regarde la joie », en fait. Et puis, les choses se passeront et j'arriverai, c'est peut-être une confiance en soi, un ingrédient aussi, de se dire en fait, j'arriverai à m'en sortir, à rééquilibrer peut-être à traverser les orages, les tempêtes, les petits vents, et me dire, oui, effectivement, il y aura peut-être un moment donné où je vais te chahuter un peu et bousculer un peu sur mon chemin, mais je prends le risque en me disant, j'ai confiance en moi, je vais réussir à y arriver. Finalement, je vais reprendre un autre exemple. Tu as fait le chemin de Compostelle seul. Oui, tout à fait. C'est audacieux, parce que d'abord, tu ne connais pas le chemin. Donc c'est comme la vie, on ne connaît pas le chemin. Et tu prends le risque d'aller quelque part et de ne pas savoir quels obstacles tu vas en avoir sur le chemin. Et en fait, tu te dis juste à ce moment-là, je pense que j'ai les ressources en moi pour faire face à ces obstacles au moment où ils se présenteront. Exactement. Voilà. Oui, c'est certes audacieux, mais c'est une espèce de confiance intérieure de se dire, comme tu viens très bien de le dire, j'espère avoir les ressources, les trouver en moi ou ailleurs. Et voilà. Et c'est ça l'inconnu aussi. Peut-être que ça m'excite plus, tout compte fait, que le fait de renouveler des expériences. Cela dit, je suis restée 17 ans dans ma boîte, 10 ans au préalable chez le même employeur. Donc voilà, parfois je me suis dit oui, mais est-ce qu'il n'y a pas un caractère un peu instable? Là, la petite voix auto-jugement revient. Et puis, oui ou non, enfin l'instabilité, je sais pas, mais j'ai envie de dire plutôt non. Mais effectivement, par rapport à ce chemin de Saint-Jacques, j'avais jamais marché aussi longtemps toute seule, mais c'était une profonde envie et encore une fois une intuition
voilà, la période... Une intuition de quoi? De trouver la joie, de trouver de l'espoir, de la lumière, quelque chose de pétillant, de vibrant. C'est quoi l'intuition qu'on doit suivre en fait? C'est le cœur qui parle? Comment Oui. on sait que c'est le bon chemin? En fait, c'est les trois en même temps. C'est d'abord la tête qui analyse, mais juste ce qu'il faut en disant ok, tu as une bonne santé, ok, tu as du temps, et ok, tu en as vraiment envie. Donc voilà, la tête, elle analyse. Et puis le cœur, là, si on se connecte à soi et à la respiration, et à sa respiration régulièrement, il y a une certaine... je m'en souviens encore très bien, j'ai écouté beaucoup de musique de Ludovico Einaudi à ce moment-là, un pianiste célèbre. Et quand je me connectais à cette musique-là, il y avait sans cesse un sentiment de joie et une connexion à ce chemin que je ne connaissais pas du tout parce que je ne suis pas très pour aller voir des vidéos, etc. Donc, je ne visualisais pas du tout le chemin, si ce n'est ce qu'on m'en avait raconté. Donc, il y avait cette connexion à l'émotion. Et puis, ça vibrait à l'intérieur de moi et j'en avais des frissons. Donc, je ne me suis pas posé 36 questions. Voilà. La tête m'a aidée à organiser les choses, à organiser par rapport à mes 2 filles, à organiser par rapport à mon travail aussi, à ma société. Et puis le corps et mon émotion a fait le reste. Voilà. Oui. C'est intéressant parce que là, tu amènes l'idée qu'être audacieux, ça ne veut pas dire faire les choses sans... organisation ou sans prendre du recul et quand même ça veut pas dire sauter. Être kamikaze. Je me souviens avoir écrit un post sur LinkedIn d'ailleurs, la différence entre l'audacieux et le kamikaze. L'audacieux, en fait, il a un plan, même s'il accepte d'aller vers l'inconnu, parce qu'on ne sait pas vers quoi on va. Il y a une vision, il y a un plan, même sans avoir rien prévu sur le chemin, puisque j'avais juste réservé un billet de train pour mon train aller, et je savais que je devais être de retour vers un mois et demi après. Donc voilà. Par contre, le kamikaze, oui, c'est celui qui va se lancer sans filet quelque part, et donc du coup les conséquences peuvent en être plus comment dire, plus dangereuses, ou voilà. Oui, sans prendre en compte finalement son environnement, la réalité, ne fût-ce que de connaître un peu la météo et d'avoir préparé un sac qui s'adapte à différentes météos ou des choses ainsi. Oui, c'est vrai que j'ai vu sur Saint-Jacques, je pense d'ailleurs à une fille que j'ai croisée qui, elle, 2 jours avant, avait été à une soirée, avait rencontré des potes. Un lui avait prêté son sac à dos, mais un sac à dos qu'elle n'avait absolument pas testé, des chaussures qu'elle avait, qui étaient à elle, mais qu'elle n'avait pas retesté non plus. Et donc, elle avait les pieds arrangés, elle avait très mal au dos, voilà. Et je me souviens de cette histoire où elle y avait été un peu en mode kamikaze, quoi. Et paf, go, on y va. Est-ce peut-être aussi un peu en mode fuite? Quelle serait la différence entre finalement le résultat ou si on peut parler de valeur entre les deux, de ce qu'on va trouver derrière? Tu comprends ma question? Est-ce que en préparant, en étant quand même dans comme tu le dis, dans l'audace, non pas kamikaze, mais quand on est dans l'audace réfléchie, est-ce que du coup, est-ce qu'on a un parachute? Est-ce que c'est la chute, si on tombe, sera plus douce et c'est ça qui est intéressant? Ou est-ce que ce qu'on trouvera derrière, le trésor, sera encore plus beau? Alors que le kamikaze, lui, de toute façon, il va s'éreinter, quoi, en fait, sur le chemin. Donc, tu vois ce que je veux dire? Oui. Pourquoi conseiller de le faire en mode audacieux et pas en mode kamikaze? Parce que je pense que le mode kamikaze, il y a beaucoup plus de risques de se faire mal. Alors, en se faisant mal, on apprend aussi. Mais bon, se prendre des murs pour se prendre des murs, voilà, à un moment donné, voilà, ça fait pas du bien. On est sur Terre pour se faire du bien aussi. Être audacieux, comme je le disais, il y a une notion de préparation, une notion de vision. Et ce qui contribue à cette préparation, à cette vision, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est en même temps
l'intuition, en même temps le temps et l'espace. Quand j'ai décidé de faire Saint-Jacques-de-Compostelle, c'était dans mes tripes depuis un moment. Ça ne s'était pas mis par rapport à la vie, tant ma vie de maman que ma vie d'entrepreneur que j'avais dans les années précédentes. Et puis voilà, là, le Covid, la période Covid, qu'on ne rappellera à personne, m'a donné de l'espace début 2020 et ça m'a vraiment confortée, même si je l'avais décidé en 2019, fin 2019, et le Covid n'était pas encore vraiment là. Ça m'a vraiment confortée à me dire go, ok, c'est le moment pour toi de partir cette longue période sur Saint-Jacques, puisque Saint-Jacques, je l'ai refait par la suite, mais différemment et de façon plus courte. Mais là, c'était ma première fois pendant 7 semaines, avec moi, toute seule, et sans les réseaux et sans connexion, quoi. Oui. Ça fait aussi partie de l'audace finalement, c'est de faire différemment, de changer ton quotidien, d'aller faire quelque chose qu'on ne s'attend pas et de presque même, je dirais, l'audace de se réinventer, d'inventer quelque chose qui n'a jamais été vu, peut-être dans ton entourage que tu avais peut-être personne, enfin pour certains, on est entrepreneur et personne dans notre entourage est entrepreneur. Voilà. Donc, c'est ça aussi l'audace. Voilà, c'est vrai, j'avais pas d'exemple autour de moi de personnes qui étaient parties comme ça. C'est pas du tout du jour au lendemain, parce que je suis pas partie du jour au lendemain, mais partie ainsi seule sur un chemin inconnu et dans un mode de fonctionnement inconnu aussi, parce que je ne me connaissais pas avec mes chaussures aux pieds, je ne me connaissais pas avec un sac au dos, je ne me connaissais pas avec un GSM débranché. Voilà, mais étant donné que j'avais pu préparer avec ce temps et cet espace, je ne parle pas de la préparation technique, mais la préparation mentale et émotionnelle aussi, il y avait cette voix qui me disait il peut rien se passer, quoi. Et ce qui se passera, ce sera juste, quoi qu'il se passe. Voilà. Quoi qu'il se passe. Tu sais, j'ai été voir un peu la définition de l'audace sur Internet et il y a des synonymes qui sont assez étonnants. Les synonymes, il y en a 2 que j'en ai retenus, c'est l'insolence et l'impertinence. Ah. Comme si on disait, en fait, c'est pas bien d'être audacieux, c'est insolent, c'est mal poli en fait, c'est impertinent, tu respectes pas quelque chose en fait. C'est étonnant, hein. C'est intéressant. Peut-être que ça voudrait dire que tu sors des codes, que tu sors de certaines règles, que tu oses là où d'autres n'osent pas. Hein. On peut faire... Enfin, j'ai pas trop envie de parler de politique, mais parce qu'on est au lendemain de ces fameuses élections et d'une période dans le monde aussi. Hein, on est vraiment dans une période charnière, on le sent. Il y a les points de repère qui sont bousculés. Donc, oui, peut-être qu'on pourrait parler d'insolence. Je ne retiens pas le deuxième mot que tu m'as partagé. Impertinence. On dit souvent ça à des adolescents, des adolescents qui viendraient un peu confronter leurs parents. Arrête d'être insolent. C'est vrai. Finalement, tu me respectes pas en fait. Tu me provoques. Et pourtant, ils ont besoin de ça. Ils le font en disant papa, maman, laissez-moi vous provoquer, quoi. Donnez-moi cette chance de vous provoquer. Évidemment, nous, en tant que parents, on ne le saisit pas, on ne le comprend pas de cette façon-là. Et en tant que maman de mes deux grandes de 22 et 19, qui sont maintenant des adultes, bien plus que des enfants, même si on reste tous un enfant à l'intérieur de nous, et heureusement. Voilà, c'est vrai que j'aime bien ce lien que tu fais avec l'insolence et l'impertinence, parce que combien de fois je ne l'ai pas dit ou ressenti avec mes 2 filles, mais ils viennent se challenger eux-mêmes, quoi. Et notre rôle dans ce moment-là, c'est d'accueillir cette insolence et cette impertinence, pardon. Mais ouais, c'est costaud. Et c'est seulement maintenant, avec le recul, que je m'en rends compte, hein. Parce qu'à ce moment-là, c'était... ça n'a pas été des périodes faciles non plus. En étant nous-mêmes audacieux, aujourd'hui, même adultes, en fait, on est insolent vis-à-vis d'une société et d'un groupe d'individus auquel on appartient, et en faisant différemment, en venant les provoquer, les titiller, là où
ils n'ont pas envie d'être chamboulés tout à fait, dans leurs tout à croyances fait. et autres. Tout à fait. Et ce qui me vient comme exemple, là maintenant tout de suite, et donc je vais en parler spontanément, c'est par rapport à cet outil qu'on connaît toutes les deux, qui est LinkedIn, sur lequel j'ai osé publier il y a quelques mois maintenant. Et je dis oser de moi avec moi parce que ça n'a vraiment pas été simple et ça ne l'est pas tous les jours non plus. Et donc LinkedIn, c'est une certaine audace avec soi-même et ça peut être très dérangeant aussi pour certains. Beaucoup m'ont renvoyé en disant mais pourquoi tu racontes ta vie sur le réseau? Ou moi je me sens pas à l'aise avec ce que tu racontes. Ou d'autres ne me le disent pas. Je parle même d'amis proches. Et je vois dans le non-verbal. Donc voilà, ça en tout cas pour moi personnellement, LinkedIn, je trouve que c'est une audace et le fait de publier, de parler de soi, avec un objectif, c'est d'être inspirant. Et aussi, ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. C'est, comme je le dis aussi, parfois un peu thérapeutique. Alors, certains sourient ou rigolent. Mais en tout cas, moi, j'y crois très fort. Et pour le vivre, voilà. Ben, écoute, je vais en profiter. On parlait de Céline Legendre, qui a été un lien entre nous deux, mais qui aussi, on va en parler, intervenante sur ton événement de septembre. Céline Legendre, que j'ai interviewée dans l'épisode 50, l'épisode l'audace d'être soi. Et ben justement, elle a une question pour toi. Et oui. Alors, pourquoi j'en parle maintenant aussi? Parce que non seulement c'est une question sur l'audace, mais aussi parce qu'elle est dans la communication. Elle accompagne à la communication sur les réseaux sociaux, avec nos communautés, etc. Donc c'est intéressant. Et elle appelle justement à être soi et donc à être audacieux parce qu'il faut une certaine audace. Je vous invite vraiment, je vous renvoie vers l'épisode 50. Donc sa question pour toi, Rachel. Est-ce que dans ton cas, l'audace, ce n'est pas aussi oser s'entourer de personnes inspirantes et culottées? Elle pense notamment à Luc, ton metteur en scène, à Michel, CEO, qui fait de la médiumnité stratégique, et aussi à Maud Ankawa, ton invité finalement d'honneur l'année dernière sur l'événement Tête, Cœur, Corps. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à Céline? Est-ce que tout ça, ce n'est pas de l'audace, oser s'entourer de personnes inspirantes et culottées? Mais merci d'abord Céline pour la question. Oui, audacieuse et simple à la fois aussi. Je pense que s'entourer, c'est la base, quoi. Seul, on peut aller vite, mais on va pas très loin. Tout le monde connaît le proverbe. Et j'aime aussi ces signes et ces rencontres que l'on a dans la vie. Et voilà, tu me parles de Maud Ankawa, qui est venue par le biais de l'énéagramme via Éric Salmon. Éric Salmon, c'est grâce à Éric que j'ai aussi rencontré Céline. Donc voilà, maintenant la question n'est pas vraiment grâce à qui je les ai rencontrés, mais c'est une audace d'aller vers les gens, c'est une audace de rencontre, c'est une audace d'oser demander aussi. Puisque Maud Ankawa notamment c'était pas gagné qu'elle puisse être dispo et qu'elle ait l'envie de participer à cet événement Tête Cœur Corps de l'année passée. Alors je souris par rapport à la question de Céline et par rapport à Luc Jaminet aussi, le metteur en scène de mon dernier spectacle 1980 l'année passée. Oui, c'était vachement audacieux parce que Luc n'est pas du tout dans ma communauté, tant au niveau entrepreneur voilà, et ça a été un cadeau, quoi, un cadeau de travailler parce que nous fonctionnons autrement, et du coup ça m'a appris énormément de choses, et je pense aussi que la réciproque a été vraie pour lui aussi. Donc voilà, et si on ne s'était pas rencontrés à ce petit théâtre liégeois l'année passée, puisque quand j'ai fait mon premier spectacle, c'était avec une autre metteur en scène. Voilà, on ne se serait pas rencontrés. Donc, c'est aussi un ralliement de plusieurs types de personnes. Et j'ai envie de dire que le mouvement crée la chance. Le mouvement, c'est la rencontre et aller vers l'autre, vers des personnes qui ne nous ressemblent pas spécialement et d'oser, quoi.
Oui, c'est vrai que Luc est un exemple aussi. Tu parlais de Maud Inkawa et de Michel. Oui, Michel Akunze, qui est un ami depuis longtemps et qui a d'abord été un partenaire au niveau de chez ProSelect, qui est arrivé chez ProSelect à un moment donné où je me posais la question, est-ce que j'arrête ou est-ce que je continue ? Il y a bien des années, c'était en 2011. Voilà, et Michel aussi approche l'entrepreneuriat d'une autre façon, culottée, comme le disait Céline, et très, très riche. Voilà. Et si j'ai créé l'événement Tête Cœur Corps l'année passée, c'est vrai que c'est grâce à Michel et à un bref coaching qui m'a partagé. Donc oui, merci Céline pour la question, parce que je n'avais pas réuni ces trois personnalités avec cette thématique de l'audace. Et du culot, quelque part. Et du culot, oui. Et du culot. Mais c'est ça. Voilà, c'est un synonyme de l'audace, le culot, d'ailleurs. Voilà. Ouais, le culot. Je n'en avais pas parlé pour t'introduire, mais effectivement, tu es comédienne et je pense que ça aussi, il faut sacrément de l'audace pour être comédienne, pour aller se présenter devant un public, oser avoir des réactions, des jugements finalement. Et puis, au-delà de ça, de faire ça à côté d'autres projets. Tout ça, c'est de l'audace, donc on ne peut pas nier que tu sois bien audacieuse. Oui, c'est comme tu dis, c'est du culot, c'est de l'audace, mais voilà, trop d'audace tue l'audace aussi. Parfois, je l'écrivais d'ailleurs sur un autre post, parfois, et ces derniers temps, j'ai pu aussi ressentir une perte de point de repère, le fait de trop oser, parce que oser, c'est se mettre en danger aussi, même si je ne le fais pas à la mode kamikaze. Il y a parfois un peu de kamikaze quand même. Je n'ai pas la vision pour tout, surtout. Et donc, c'est vrai que je me suis sentie plus fatiguée les dernières semaines. Et à force de trop oser, je n'en sais rien non plus, mais voilà, le trop est l'ennemi du bien. Et donc, le tout est dans l'équilibre aussi. Et je me dis merci parce que et en te le partageant également, j'ai pu mettre de la conscience et je peux mettre de la conscience sur ça. Et comme dit Albert Camus, une phrase que j'ai vue dernièrement et qui m'a beaucoup parlé, j'ai cessé de vouloir être heureux, j'ai simplement appris à mettre de la conscience sur les choses et sur ce qui se passe. Voilà. Et je pense que quand on met de la conscience, c'est vraiment très aidant et très aidant à nouveau pour aller vers de l'audace et oser, quoi. Et après, voilà. Tête, cœur, corps. C'est le nom donc de l'événement que tu organises pour la 2e fois en septembre, en Belgique, on le précise. La tête, c'est la raison, le cœur, c'est les émotions, le corps, c'est l'action. Donc l'idée de ce que j'ai compris déjà, tout ça, ça vient de l'énéagramme. Tu vas nous en parler. Bien sûr. C'est d'aller mieux se connaître, d'aller mieux s'aimer, de mieux s'accepter. Tout ça. Tout ça. Voilà, tu l'as dit. Mieux s'aimer, mieux se connaître, mieux s'accepter. Alors oui, ça peut paraître un peu bisounours. Et effectivement, cette grille de lecture tête, cœur, corps, elle m'a été enseignée il y a maintenant 12 ans quand j'ai appris l'énéagramme à Paris avec Éric Salmon. Et quand Éric d'emblée a parlé de ces 3 centres d'intelligence qui sont le tronc de l'énéagramme, donc l'énéagramme, c'est pas tant le sujet, mais c'est une grille de lecture humaine aussi. Quand il a parlé de ces 3 centres d'intelligence, ça a été une véritable révélation. Vraiment, encore une fois, je reviens avec je me souviens du moment, je me souviens de ce que j'ai senti quand Éric a dessiné son bonhomme sur le flipchart. Et là, j'ai compris, d'une part, quel était mon centre. Je n'avais pas encore trouvé mon énéatype et ma base énéagramme, mais quel était mon centre moteur, qui est le centre cœur. Et ça m'a mis très vite. Il n'y a pas eu besoin de plusieurs séances ou beaucoup de jours ou beaucoup d'heures, ça m'a mis très vite des mots sur ok, je comprends en clientèle pourquoi je crée tel lien, je comprends dans ma vie de famille ou avec mon conjoint pourquoi ça matche moins à tel moment, je comprends et donc là je comprends, c'est ma tête qui est analysée parce qu'évidemment on n'est pas que centre cœur ou que centre tête ou que centre corps, on a les 3 centres et parfois ils sont très très rapprochés, d'où la difficulté de désigner son centre dominant ou de trouver son centre dominant. Mais oui, c'est pas moi qui le dis, ce sont les neurosciences. On a un centre dominant qui nous aide dans nos interactions avec nous-mêmes
et avec autrui. Voilà, que ce soit dans notre vie pro, perso, de maman, de femme. Et j'en ai des frissons là en te le disant, et je suis encore émue parce que c'est vraiment précieux, quoi. Oui, vraiment très précieux. Du coup, tu as décidé de lancer cet événement sur cette thématique dans l'objectif de permettre aux participants de découvrir leur centre dominant ? Oui, alors c'est un des objectifs, mais loin d'être le seul. Et c'est vrai que, comme je le disais, parfois le tête-cœur-corps, c'est aussi un prétexte pour rencontrer des nouvelles personnes, pour se sentir vivant aussi. Et donc, un des objectifs de ce tête-cœur-corps, c'est d'avoir une grille de lecture et de pouvoir trouver son centre dominant en étant en interaction avec les autres, puisque tout seul, face à cette grille de lecture, oui, on peut écouter Internet, regarder des podcasts tant qu'on veut. C'est en étant le miroir d'autrui et en étant face à l'autre que l'on peut découvrir ce centre moteur. Donc s'il y a un objectif central, oui, c'est découvrir son centre moteur, mais après, on peut aussi sortir de l'événement en n'ayant pas découvert ou en étant à cheval sur deux centres, et c'est OK aussi. Et c'est l'expérience qui va après peaufiner, l'expérience de vie qui va peaufiner. Mais cette grille que vous allez vivre et apprendre sur ce tête-cœur-corps, là, j'ai envie de dire... je vous jure qu'elle vous quittera pas, quoi. Voilà, si vous êtes en conscience sur le moment, elle vous quittera pas par la suite, et elle vous aidera à encore mettre plus de conscience sur elle nous aide à mettre plus de conscience sur notre quotidien. Oui. Durant cet événement, du coup, l'idée c'est de vivre pleinement ces trois centres en fait, avec différents intervenants, de se dire on va aller voir un peu au niveau de la tête. On va faire vibrer le cœur, on va bouger le corps, c'est tout ça en fait. Et après, on va pouvoir aussi ressentir en fait par l'expérience. Voilà, donc c'est en fait tête, cœur, corps, d'où son label l'événement à vivre, c'est une expérience à vivre. Voilà, c'est une expérience à vivre avec soi, avec l'autre, d'où la déconnexion aussi, parce que on sait tous que quand on a ce GSM en main ou qu'on est connecté, on est moins présent à soi, et évidemment moins présent à l'autre. Donc voilà, c'est un événement à vivre avec soi, avec l'autre. Ce sont des différentes expériences avec différents intervenants, d'où la richesse de l'événement aussi. C'est pas juste ex cathedra, une conférence sur l'audace, une conférence sur les trois centres. Certes, il y aura de ça, mais il y aura aussi surtout les participants et le collectif qui sont au service de l'événement. C'est ça en fait. Et c'est ça qui m'anime profondément, c'est que créer l'événement, ça me demande beaucoup de courage. C'est pas spécialement ma zone de confort de créer un événement, mais par contre c'est le vivre et me projeter dans cette expérience à vivre qui me fait oublier les désagréments de l'organisation. Voilà. Ta fluidité, ce que tu aimes particulièrement en créant cet événement, c'est la possibilité d'animer et de vivre cette expérience plus que l'organisation en amont, ou est-ce que c'est la communication? Est-ce qu'il y a... Tu as repéré un endroit où... Merci pour la question. C'est d'abord le chemin. C'est d'abord le chemin pour créer cet événement. Voilà, le chemin que je suis en train de vivre, cette rencontre avec toi, cette rencontre avec plein d'autres personnes via notamment les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça me permet entre autres, pas que, mais ça me permet d'avoir des participants à ces événements. Et donc les réseaux sociaux, il faut les alimenter avec du cœur, avec de la présence. J'ai bien essayé de travailler avec des personnes qui m'aidaient à écrire des posts, mais je me rends compte que ça fonctionne pas comme ça. Et donc c'est en étant soi-même. Et donc voilà, c'est vraiment ce qui m'anime dans cet événement. C'est avant tout le chemin que je suis en train de faire. Donc je répète, au travers des réseaux sociaux, au travers des rencontres. Ce soir, par exemple, je pars à Lille faire une soirée découverte chez Alexandra, qui est une des ambassadrices et qui a réuni chez elle 10 personnes en vrai, où comme vous connaissez les soirées Tupperware ou les soirées H2O, où on va vivre une soirée découverte tête, cœur, corps. Donc voilà, je vais leur faire vivre un petit atelier, ils vont me poser des questions et on va interagir les uns et les autres autour de cette grille de lecture pour peut-être après que certains s'inscrivent à l'événement tête, cœur, corps. Voilà. Mais en attendant, tu auras pleinement vécu ce moment
sans attendre uniquement l'objectif. Exact. Tout à fait, tout à fait. Alors, je me réjouis, et le fait de vivre ces moments continue à allumer cette flamme à l'intérieur, et ça, je m'en rends compte, d'où le fait de me dire c'est vraiment le chemin qui compte, et comme pour toute entreprise, comme tout projet, quelque part, c'est le chemin qui compte. On s'en fout après de l'arrivée. Et pour refaire le parallèle avec Saint-Jacques, dont tu parlais tout à l'heure, le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, très sincèrement, quand je suis arrivée à Saint-Jacques-de-Compostelle, bien sûr, j'ai eu une émotion, mais je m'étais fait un film de cette arrivée à Saint-Jacques, et quand je me remets après, c'est le chemin, en fait. L'arrivée à Saint-Jacques, c'est un petit truc, mais c'est pas ça qui m'a apporté le plus, loin de là, loin de là. Ça me fait penser que cette flamme que tu tentes de garder allumée finalement, en mettant de la conscience sur chaque étape, c'est ça qui permet d'être audacieux quand on voit, tiens, oui, j'ai envie de mettre tel projet en place, oh là là, mais ça va être compliqué, je n'ai pas les ressources tout de suite, j'ai pas l'expérience précédente, etc. En fait, je suis aveugle là-dessus. Ok. Mais comment je vais avoir l'audace d'y aller quand même, parce que je vais y aller étape par étape, plaisir par plaisir. Tout à fait, tout à fait. Comme tu dis, c'est comme on le disait au début de ce podcast, c'est la conscience que l'on met sur chaque moment, la respiration que l'on essaye de prendre ou que je ne prends pas suffisamment, et du coup en y mettant de la conscience, je peux essayer de rééquilibrer ça au mieux. Voilà, parce que quelque part, on y revient, quoi. C'est le moment présent, et quand je cours comme une poule sans tête à faire 36 choses dans tous les sens, et ça m'arrive très souvent, et ça fait partie aussi de ma personnalité, voilà, on est comme on est, et je l'accueille. Là, maintenant, je me dis, à certains moments, waouh, respire, quoi. Stop, respire, respire. Oui. C'est loin d'être simple, hein. C'est loin d'être simple. Ça veut pas dire un gros stop, non. Ça veut dire des micro-moments de respire. Mets de la respi, mets de la conscience. Oui. Merci de le dire, car ça fait partie des choses que je transmets avec cœur. Effectivement, de créer ces temps d'arrêt, c'est tellement nécessaire, parce que sinon, en fait, on est focalisé sur l'objectif. Donc, on est en apnée tout le reste du chemin. Et surtout, en fait, on ne savoure pas. Et on ne prend pas plaisir, et on ne récupère pas de l'énergie pour aller plus loin sur le chemin. Exactement, voilà. Comme tu dis, on est en apnée. Je me souviens d'une année particulière qui était l'année 2016, où c'est l'année où j'ai été contactée pour revendre ma boîte, où j'ai fait énormément de choses. Et début 2017, j'ai eu un grave accident de cheville qui est arrivé bêtement. Et je sais que ça a été un signal de mon âme. Alors, je ne vais pas rentrer dans de l'ésotérique ou autre, mais je sais très bien que c'était un moment en 2016 où j'étais en apnée non-stop. J'ai fait des choses magnifiques. Mais si maintenant je dois m'en souvenir en détail, non, parce que je me souviens juste d'une grande fatigue quand je faisais ces voyages et ces différents projets. Et donc je voudrais revivre ça pour rien au monde. Et c'est peut-être ce qui s'est passé dans les dernières semaines. J'ai enchaîné différentes choses. Voilà. Le tout, c'est de mettre de la conscience et pas de s'auto-flageller non plus. Voilà. Je comprends la difficulté, parce qu'elle est réelle, de toutes ces opportunités à vivre, de tous ces beaux projets que nous avons. Et on se dit, c'est maintenant en fait que ça doit se vivre. On ne se donne pas du coup ce temps d'arrêt qui est nécessaire quand même. On préfère se dire, non, j'en ai un autre derrière. Oui, mais attention. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'encourage à faire du et pas du ou, parce que on aurait tendance à se dire oui, mais alors j'arrête de partir, j'arrête de sortir, j'arrête de faire des projets. Non. Mais juste prendre le temps, laisser de la place au temps, et encore une fois de revenir en conscience et faire du coup du et pas du ou. Et donc oui, faire des projets, et oui, pouvoir s'arrêter, et oui, pouvoir se dire là, ce projet il me correspond pas, ou cette invitation elle me correspond pas cette fois-ci, non, j'y vais pas. Et puis prendre plaisir au bénéfice de cette pause, même dans l'instant présent. Enfin, je peux me reposer, enfin je peux sentir le goût de ma respiration.
Enfin, je peux ressentir la sérénité ou mon corps qui se détend. Et ça fait du bien. Enfin, je peux voir le paysage. Ou juste, je déconnecte le mental, en fait, et je reviens à l'instant présent. Ça fait tellement du bien pour derrière. Ok, il sera toujours temps de travailler après, dans 1 minute ou 2, quand j'aurai respiré un petit peu. Tout à fait. Oui. Et c'est précieux ce que tu dis, parce que comme je le disais il y a quelques minutes, voilà, personnellement, c'est pas toujours évident, et je pense que ça l'est pour beaucoup d'autres personnes aussi, quoi. Pas évident. Oui. C'est des petits outils qu'on plante l'une et l'autre. Finalement, tu en plantes aussi avec ton événement, et d'autres. Tu accompagnes aussi des personnes sur le chemin de Compostelle. C'est aussi pour planter des petites graines, et que finalement on puisse être autonome derrière, ou en tout cas avoir des choses, des petits réflexes qui s'implantent. Voilà. Et cette somme de petits réflexes fait qu'après, on est, quand on sent un débordement ou quand on sent une anxiété venir, on est à même soi-même d'avoir des outils intérieurs pour, et pas spécialement extérieurs. Donc, c'est pas de la consommation, c'est pas boire un verre d'alcool ou fumer une cigarette. Non, des outils plutôt intérieurs qui vont nous aider. Voilà. J'ai une deuxième question de Céline. Vas-y, Céline. Elle se demande, toi qui as du recul sur ton énéagramme, sur ton centre, ton énéatype, depuis que tu as découvert tout cet outil, quel centre as-tu dû investir et quel énéatype investis-tu pour développer ton audace et ton observateur intérieur? C'est plusieurs questions en une. C'est intéressant comme question. Alors, l'énéagramme m'a permis de connaître mon camp de base et du coup de mettre des mots sur ma personnalité. Donc, du coup, de mettre plus de conscience là-dessus. Donc, ça, c'est fait, ok. J'ai pas dit que c'était simple, mais ça m'a bien aidé d'une part. Et aussi, ça m'a permis de voir les 8 autres énéatypes, les autres camps de base des autres personnes, et de pouvoir, moi aussi, aller pêcher dans ces camps de base pour quelque part équilibrer. Et si on parle de ces 3 centres, si on revient à ces 3 centres qui sont peut-être plus simples que les 9 bases énéagrammes, ici en tout cas dans le cadre d'un échange, donc je suis centre-cœur, mais le fait de connaître les 2 autres centres, de les avoir à l'intérieur de moi aussi, ça me permet de mettre de la conscience et ça me permet d'aller toucher peut-être plus d'audace ou d'être plus audacieuse en mettant l'équilibre sur ces 3 centres. Donc d'abord de la conscience sur mon centre moteur et aussi de me servir des 2 autres centres pour m'aider dans cette quête d'audace, dans la création de projets et dans l'aboutissement de ces projets, et aussi dans le chemin vers ces projets, comme je le disais tout à l'heure, parce que l'aboutissement c'est une chose, mais le chemin. Et ces 3 centres, pour en revenir et conclure sur la question de Céline, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais elle me le dira par la suite. Ces 3 centres aussi ont été pour moi une révélation sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle quand je l'ai fait pendant les 7 semaines, parce que les 2 premières semaines, je me suis mise dans le rouge, très clairement au niveau de mon corps. Ma tête, ça allait, mon mental, il était là, mon émotionnel aussi, un peu trop parfois, mais mon corps, non, je sentais pas mes épaules qui hurlaient, je sentais pas mes pieds, mes jambes qui me faisaient très mal, et donc j'ai dû décharger mon sac à dos de 3-4 kilos au bout de 15 jours, et c'est en mettant de la conscience sur mes 3 centres, tête, cœur, corps, que j'ai pu finir le chemin de Saint-Jacques et que je suis arrivée au bout des 7 semaines. Sans en faire un challenge ou un défi, peut-être que je m'étais fait trop un challenge au début, et ça c'est moi qui suis comme ça, mais après en mettant de l'équilibre sur ces 3 centres, ça a été mon kit de survie, vraiment mon kit de survie, oui. J'ai l'impression que finalement les 2 autres servent le premier, le moteur, servent là de façon un peu plus stratégique. Tiens, tu veux aller là-bas, comment on peut t'aider? Exactement.
Voilà, c'est ça, c'est les copains, quoi, c'est les copains. D'où, encore une fois, cette facilité avec cette grille de lecture en disant, ok, j'ai compris, mon centre dominant, c'est un tel, et les deux autres, je les ai avec moi, ils sont avec moi, mais parfois ils sont endormis. Et je pense à une personne qui m'est très proche et qui est centre-tête, et qui a eu beaucoup de problèmes, enfin, qui a beaucoup de problèmes au niveau de son corps, et elle le dit elle-même, elle s'est coupée de son corps à un moment donné, en restant très fort dans sa tête, en ne voulant pas trop aller voir les émotions où il y avait des antidépresseurs qui étaient bien costauds dessus. Et donc son corps, bah oui, son corps, il jouait la Bérésina, quoi, mais il lui en fait savoir de toutes les couleurs. Donc j'aime bien cette image-là et cette question que tu me poses aussi. Voilà, ces deux centres-là, ce sont nos meilleurs amis. Voilà. Et donc, c'est important de bien s'en servir, oui, de bien s'en servir et de les avoir près de nous aussi, de ne pas les couper, quoi. Oui, tout à fait. Je vous invite encore une fois à aller écouter Céline Legendre également. On a enregistré 2 épisodes ensemble, donc je vous ai déjà parlé de l'épisode 50 sur l'audace d'être soi, mais on a également parlé de l'énéagramme, plus précisément sur le profil de l'artiste, dans l'épisode 64, donc n'hésitez pas à aller écouter Céline, elle parle un peu plus d'énéagramme. J'ai une dernière question, presque même double question pour toi. Ce podcast s'appelle État de flow. Déjà, j'ai envie de savoir quelle est ta définition à toi de l'état de flow. Et puis, dans un deuxième temps, quel lien tu ferais entre l'audace et l'état de flow. Et je pense qu'on a déjà un peu sous-entendu le lien avec les 3 centres et l'état de flow, mais n'hésite pas à remettre une couche. Mais d'abord, commence par ta propre vision de l'état de flow. Alors, l'état de flow, c'est comme je te le partageais, c'est vraiment cet équilibre qui est aussi notre chemin de vie de ces 3 centres. Voilà, moi, c'est mon langage maintenant, c'est vraiment devenu ancré en moi et mon rêve demain, c'est que quand on pose une question à quelqu'un, comment tu vas, la personne puisse répondre ou en tout cas soit en conscience de, ok, ma tête, elle est chargée, mon cœur, mes émotions, elles sont gérées, elles sont ok. Et mon corps, j'ai un peu mal à mon pied droit ou je sens mes vertèbres qui tirent un peu. Voilà, mettre de la conscience. Donc à cette question, ça va, pas un simple oui, ok, ça va ou non, ça ne va pas, mais pouvoir être en conscience de ces 3 centres. Et donc pour en revenir à ta question, l'état de flow, c'est ça, quoi. C'est cet équilibre entre ces 3 centres qui nous permet du coup d'être en lien avec le véritable sens, même si ça c'est encore un autre sujet en termes de raison d'être. Voilà, j'en reviens à la conscience sur ces 3 centres, permettre par la suite d'être bien en lien avec sa véritable raison d'être, qui est pour ma part d'organiser ce type d'événement avec cette grille de lecture qui, je suis intimement convaincue, aidera tout un chacun, quelles que soient les générations, quels que soient donc les âges, quelles que soient les cultures aussi. On n'a pas toujours besoin de mots pour travailler avec cette grille tête, cœur, corps. Ça peut juste être du silence. Justement, ça peut aussi être du silence. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi. Et si on fait un lien avec l'audace et l'état de flow, je vais parler de moi, de ma position et surtout de mon expérience. J'ai l'impression que plus on est audacieux, donc ça veut dire qu'on a finalement dépassé ses peurs dont tu as parlé, plus finalement on est dans l'élan du cœur et dans la joie, et donc on fait les choses avec fluidité, en tout cas avec... ça nous émoustille, comme tu dis, ça réveille le centre moteur, ça met nos talents, nos potentiels en action, en fait. Et on se concentre là-dessus plutôt que sur les peurs, en fait. Voilà. Et comme tu dis, ça met nos potentiels en action, ça met des potentiels qu'on ne connaît peut-être pas aussi. Mais en tout cas, ça nous donne une confiance intérieure, une foi. Qui est inébranlable. Oui, qui est inébranlable. Oui. Merci beaucoup, Rachel. Merci à toi, Elisabeth, pour cet échange précieux
Et voilà, le fait d'avoir pu mettre des mots sur tout ça me réjouit aussi. Si tu veux partager ton Instagram, est-ce que tu parlais de LinkedIn, évidemment, bien sûr. Sur quel site est-ce qu'on peut venir voir l'événement que tu proposes à la rentrée? Dis-nous tout. Alors, donc, au niveau du site, c'est www.têtecoeurcorps.be, tout simplement. Donc, l'événement et les différents événements, Saint-Jacques-de-Compostelle, le Tête-Cœur-Corps du mois de septembre, des formations Ennéagramme, les conférences sur l'audace. Donc, on retrouve ça sur têtecoeurcorps.be. Mon Instagram avec mon prénom et mon nom, Rachel Van den Doren. LinkedIn, pareil. Et Facebook, la même chose, Rachel Van den Doren. Voilà. Et j'y serai à cet événement de septembre. Céline Legendre y sera aussi. Oui. Pour parler d'elle. Évidemment, tu seras là. Oui. Avec grande joie si vous voulez venir. Donc, je vous rappelle juste que c'est en Belgique. C'est dans un château du côté de Liège, à Limont. Vous trouverez toutes les informations sur le site. Vous pouvez aussi me contacter si vous voulez. Si vous avez loupé l'info, je vous mettrai le lien dans les commentaires de l'épisode. Ou contacter encore mieux Rachel directement sur les réseaux. Bien sûr, avec plaisir, en message privé, je vous reviens, avec grande joie. Merci Rachel, à très vite. Merci Elisabeth. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à votre plateforme préférée, à rejoindre la newsletter sur etatdeflow.com et puis à bientôt pour de nouveaux épisodes.